Quelque chose bouge au Burkina Faso cette nuit, sans bruit apparent, mais avec la densité d'un souffle retenu par une ville entière. À Ouagadougou, des patrouilles fendent les artères vides, des marchés clos alignent leurs volets, tandis que les radios chuchotent des rumeurs qui sentent la préparation plus que le hasard. Au centre de ce silence organisé se tient Ibrahim Traoré. Alors, pour nous qui regardons de loin, que signifie vraiment tenir bon quand l'orage vient d'ailleurs ? Car si les éclairs ne tombent plus du ciel, ils portent désormais le visage poli des intérêts qui parlent au nom de la démocratie. Au-delà du calme étrange qui enveloppe Ouagadougou, c'est tout un continent qui retient son souffle. Car le destin du Burkina Faso dépasse ses frontières. Il pose la question de savoir si l'Afrique peut encore décider d'elle-même. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État, a bâti sa légitimité sur une promesse simple, que la souveraineté ne soit plus un slogan, mais une réalité vécue. Cette promesse, 10 mots précis, la résument. Rendre la liberté plus forte que la dépendance économique. Mais chaque promesse attire son contraire. En dénonçant la tutelle financière, il a réveillé des réseaux endormis à Paris, Bruxelles et Washington. Les communiqués diplomatiques parlent de démocratie, mais les opérations invisibles visent à reprendre la main. Et dans cette tension, le pays devient un laboratoire. Que vaut la liberté lorsqu'elle dérange ? Les rues observent, les marchés attendent, et le peuple comprend qu'il n'est plus seulement témoin. Il est enjeu, monnaie, symbole. Et si la nuit est longue, elle éclaire déjà la fracture entre discours et volonté. Car derrière les rideaux du pouvoir mondial, l'histoire du Burkina Faso recommence à s'écrire. Tout commence par une révélation discrète, presque banale. En 3 semaines, plusieurs ambassades étrangères à Ouagadougou ont suspendu leurs activités, tandis que les transferts bancaires entre l'Europe et le Sahel chutaient de 18%. Ce détail chiffré, anodin en apparence, devient le premier signe d'une orchestration invisible. Ce n'est pas la rue qui bouge, c'est le récit. Et Ibrahim Traoré le sait. Dans les guerres modernes, le silence précède la manœuvre. Les nuits du palais présidentiel sont alors marquées par des lumières qui ne s'éteignent plus. Les rapports s'accumulent, drones non identifiés, messages cryptés, campagnes médiatiques coordonnées autour d'un même mot d'ordre, instabilité. À première vue, tout semble local. En vérité, les fils mènent loin, jusque dans les couloirs climatisés de Bruxelles ou de Paris, là où l'on redéfinit le mot transition. Depuis 1960, le Burkina Faso a connu 9 coups d'État réussis. 9 fois, la promesse de liberté a été étranglée dans son sommeil. Ce chiffre suffit à résumer une tragédie cyclique. Chaque génération croit pouvoir rompre la chaîne, et chaque génération découvre que les chaînes changent simplement de nom. Traoré contemple cette histoire non comme une fatalité, mais comme un miroir. Avant lui, Thomas Sankara avait tenté d'écrire une autre fin. Il y a trouvé la mort, trahi de l'intérieur. Aujourd'hui, les échos de ces fantômes résonnent de nouveau. Les soldats qui montent la garde devant le palais sont les petits-fils de ceux qui ont servi Sankara. Ils savent au fond d'eux que l'histoire se répète souvent en murmurant d'abord. Et dans ce murmure, le peuple entend la question essentielle. L'Afrique sera-t-elle encore condamnée à recommencer ? Car derrière la tension de cette nuit, quelque chose d'inédit se forme, un refus collectif. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme défiant l'Occident, mais celle d'un continent qui refuse de se taire. Et dans le cœur du Sahel, là où la poussière garde la mémoire des révoltes, une phrase revient comme une prière. Plus jamais sans nous. Dans les quartiers nord de Ouagadougou, les habitants ont appris à lire le ciel sans lever les yeux. Les nuages ne sont plus des signes de pluie, mais de manœuvre. Pourtant, au milieu de cette attente figée, certains continuent de tracer des repères. Parmi eux, un vieil instituteur nommé Souleymane, ancien soldat de la révolution Sankara, raconte aux enfants pourquoi le mot courage ne se conjugue pas au passé. Il dit que Ibrahim Traoré n'est pas un héros improvisé, mais la suite logique d'une histoire interrompue. Autour de lui, les premières conséquences apparaissent. Les marchés ferment plus tôt, les denrées doublent de prix, les coupures d'électricité deviennent quotidiennes. Mais dans chaque silence imposé, une parole se reforme. Des étudiants peignent sur les murs de l'université. Nous ne voulons pas la paix, nous voulons la justice. Ce slogan, simple et dangereux, devient la ligne de front morale du pays. Dans les ministères, les diplomates s'agitent. Les messages venus d'Europe se font plus insistants. Transition ordonnée,
restauration institutionnelle. Traduction, retour à l'obéissance. Pourtant, plus les pressions montent, plus le peuple se soude. Un chauffeur de taxi le résume. On préfère le doute libre à la certitude imposée. Cette phrase, reprise dans les radios locales, devient virale. Ainsi, avant même que la tempête politique n'éclate, le Burkina Faso se transforme déjà. Le conflit n'est plus seulement militaire, il est sémantique, symbolique, presque spirituel. Et ce que certains appellent instabilité ressemble pour d'autres à la première respiration d'un pays qui se redresse enfin. Tout bascule à la tombée du jour. Une rumeur glisse d'un poste militaire à l'autre. Des colonnes de véhicules approchent de la capitale. Ce n'est pas encore l'assaut, mais l'attente de celui-ci. Des bougies, des drapeaux, des silences. Le bruit des bottes se mêle à celui des prières. Une mère lève son fils sur ses épaules. Regarde, c'est notre nuit. Et l'enfant répète, sans comprendre tout à fait, les mots qu'il a entendus 1000 fois. Sankara, Traoré, même combat. Pendant ce temps, à Bruxelles, dans un bureau sans fenêtre, un conseiller de politique étrangère dicte une note. Pression diplomatique maximale. À Washington, un analyste évoque un plan de stabilisation. À Paris, on parle d'urgence démocratique. 3 fuseaux horaires, un seul scénario, isoler le capitaine. Mais à Ouagadougou, la réalité suit un autre tempo. Les soldats encore loyaux s'organisent. Les communications internes passent en mode analogique. On ressort les radios à manivelle, les cartes papier, les signaux lumineux. Le pouvoir redevient manuel, presque archaïque, et cette lenteur devient une arme. Vers minuit, des coups de feu éclatent au nord de la ville. Les insurgés testent la ligne de défense. Traoré ordonne de ne pas riposter immédiatement, on ne tire pas sur le doute. La phrase deviendra légendaire. À 1h20, les assaillants se replient. À 2h00, un orage réel éclate enfin. Sous la pluie, les soldats restés fidèles comprennent que le pays a tenu sa première nuit. Le lendemain, les images circulent. Le capitaine, debout sur une jeep, saluant des civils trempés mais souriants. Pas de triomphe, pas de discours, juste la continuité d'un geste. Et dans les cafés de la ville, quelqu'un murmure « Cette fois, l'histoire n'a pas changé d'auteur ». Au matin suivant, la capitale s'éveille sous un ciel lavé. Mais les chiffres racontent une autre bataille. En 48 heures, le pays a perdu 12% de sa connectivité Internet et les transferts bancaires internationaux ont chuté de 27% selon le ministère des Finances. Ces données ne sont pas abstraites. Elles mesurent la portée invisible d'un siège moderne. Chaque pourcentage est une ligne de fracture, un rappel que la guerre d'aujourd'hui s'écrit en code plutôt qu'en balles. Pour Ibrahim Traoré, ce constat n'a rien de surprenant. Il avait prévenu ses conseillers. La souveraineté ne se défend plus seulement par les armes, mais par les flux. Et de fait, le taux d'importation de produits essentiels, blé, carburant, médicaments, a diminué de 33% en une semaine. Ce ralentissement brutal n'est pas dû à la logistique. Il est orchestré. Les partenaires commerciaux invoquent des incertitudes politiques. Mais les documents internes obtenus par des journalistes montrent des pressions venues d'ambassades étrangères. L'économie vacille, les prix explosent. Le sac de riz, autrefois vendu 14 000 francs CFA, dépasse désormais 20 000. Dans les marchés de Tampouy, les vendeuses rient jaune. Ils veulent nous affamer pour nous calmer. Et pourtant, malgré la pénurie, la colère ne se transforme pas en panique. Au contraire, les files d'attente deviennent des lieux de parole, les places publiques des forums improvisés. Le pays respire autrement, plus lentement, mais ensemble. Face à ces chiffres, les chancelleries occidentales parlent de fragilité croissante. Les médias reprennent le ton. Mais à Ouagadougou, une autre lecture s'impose. La privation comme épreuve d'endurance collective. Ce que les rapports nomment récession, le peuple l'appelle résistance. Les économistes proches du gouvernement notent d'ailleurs un détail inattendu. Malgré la crise, les paiements mobiles internes ont augmenté de 41%. Les circuits locaux remplacent les circuits mondiaux. L'économie souterraine devient une économie de survie, puis une économie de sens. Sous la pression, Traoré maintient la ligne. Si nous perdons l'accès à leur réseau, alors bâtissons les nôtres. Sa phrase, reprise à la télévision nationale, résume la mutation en cours, du contrôle vers la création. Dans les réunions du soir, les ministres parlent désormais de chiffres comme d'armes.
une statistique devient un acte, une variation devient une victoire. Et quand, à la fin de la semaine, un rapport d'ONG évoque une baisse de 2,8 points du PIB trimestriel, le capitaine répond sobrement. Ce que nous perdons en croissance, nous le gagnons en dignité. Une réponse brève, mais lourde de sens. Elle renverse la logique de dépendance économique. Les nombres, dans cette crise, ne sont plus neutres. Ils racontent la résistance d'un pays qui apprend à calculer autrement, non plus ce qu'il subit, mais ce qu'il choisit de préserver. Face à la tourmente, deux lectures s'opposent désormais avec une intensité rare. La première, portée par les chancelleries occidentales, avance que Ibrahim Traoré compromet l'avenir du Burkina Faso par une politique d'isolement idéologique. Selon elle, rompre avec les partenaires historiques, c'est condamner le pays à l'asphyxie économique, détourner les investisseurs, fragiliser les institutions et transformer une promesse en autarcie. Les chiffres sont à l'appui. Chute de 30% des flux d'aide, recul des projets d'infrastructure, fermeture de plusieurs ONG. Pour ces observateurs, la souveraineté ne peut pas se bâtir dans le vide, encore moins contre le monde. La seconde lecture, au contraire, vient de l'intérieur. Elle affirme que la dépendance, déguisée en partenariat, était la véritable cause de l'appauvrissement. Ici, la rupture n'est pas un repli, mais une désintoxication. Les soutiens de Traoré soulignent que chaque suspension d'aide révèle une hiérarchie tacite. On aide tant que tu obéis. Or cette obéissance désormais se paie trop cher. Pour eux, la survie passe par la lente reconquête du droit à l'erreur, ce que l'aide internationale n'autorise jamais. Entre ces deux récits, le contrepoint s'impose. Le capitaine n'est ni un messie, ni un rebelle romantique. Il agit dans un champ de contraintes dont il comprend chaque corde. Refuser la dépendance ne signifie pas rompre les liens, mais refuser que ces liens servent de chaîne. Et là réside la complexité du moment, entre orgueil et nécessité, entre ouverture et trahison. Le dilemme du Burkina Faso n'est donc pas unique. Il illustre une tension planétaire. Comment les nations postcoloniales peuvent-elles dialoguer avec les anciennes puissances sans se dissoudre dans leur langage ? La réponse n'est pas donnée. Mais chaque décision de Traoré, chaque silence calculé, dessine une équation que le monde entier observe sans encore savoir comment la résoudre. Le silence peut être plus bruyant qu'une explosion. Cette phrase ouvre la seconde moitié du récit comme un coup de tonnerre retenu, car ce soir-là, à Ouagadougou, le silence n'est plus une absence, il devient stratégie. Dans un geste inattendu, Ibrahim Traoré ordonne à ses ministres de ne rien publier, de ne pas répondre aux communiqués étrangers, de laisser l'écho du doute agir à sa place. Pendant 36 heures, le pays se tait et le monde s'affole. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains annoncent sa chute, d'autres jurent qu'il prépare une contre-attaque. Dans cette suspension calculée, le capitaine inverse la dynamique. Ceux qui voulaient le pousser à la réaction deviennent eux-mêmes prisonniers de leur impatience. Et quand, au matin du 3e jour, il réapparaît, debout sur la place de la Nation, sans discours, sans escorte, seulement entouré de citoyens, tout bascule. L'image, sobre et muette, devient un manifeste. La force, ici, n'est plus dans la parole, mais dans la présence. Et cette présence dit une chose simple. Le pouvoir ne se prouve pas en parlant, mais en restant debout. Les jours suivants, le pays s'installe dans une étrange normalité. L'électricité revient par intermittence, les marchés rouvrent, les radios locales diffusent des chansons patriotiques. Mais sous cette apparente accalmie, les répercussions se déploient dans 4 sphères précises, celles qui décident du futur d'une nation, sur le plan national. L'administration reprend lentement, mais différemment. Les ministères coopèrent entre eux sans passer par les canaux externes. Les fonctionnaires sont invités à réduire la dépendance numérique, à utiliser les outils locaux. Les salaires arrivent en retard, mais ils arrivent. Le mot d'ordre est devenu adaptation, non assistance. Le gouvernement, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, transforme la crise en test de cohésion, domaine économique. La Banque centrale annonce une contraction de 4,2% du PIB trimestriel, mais les chiffres cachent un phénomène inédit, une hausse de 38% des échanges intra-africains avec le Mali et le Niger. L'union du Sahel, jusqu'alors théorique, devient concrète. Les entreprises locales, forcées d'innover, créent de nouveaux circuits d'approvisionnement et des coopératives régionales. Le pays perd des partenaires, mais gagne un marché.
sur le plan diplomatique. Les ambassades occidentales adoptent une distance prudente, multipliant les messages officiels d'inquiétude. Pourtant, dans l'ombre, les négociations se poursuivent. Plusieurs États africains proposent une médiation entre pairs. Le ton change. Traoré n'est plus traité comme un paria, mais comme un interlocuteur inévitable. La rupture, au lieu d'isoler, reconfigure les alliances, sur le plan social et culturel. Dans les universités, les enseignants intègrent les discours de Sankara et Traoré dans les programmes d'histoire contemporaine. Dans les villages, les griots racontent à nouveau la résistance du peuple mossi. Sur les réseaux africains, des hashtags fleurissent. Afrique debout, Burkina libre, relayés depuis Dakar, Lagos, Nairobi. Ce n'est plus seulement la crise d'un pays, c'est la métamorphose d'une conscience collective. Ainsi, chaque conséquence devient une réponse au doute. Là où l'Occident voit une crise institutionnelle, le Burkina Faso voit une renaissance civique. Dans une interview à la télévision nationale, Ibrahim Traoré résume cette bascule. Nous ne cherchons pas à vaincre quelqu'un, mais à cesser d'être vaincu par l'habitude de plier. Cette phrase, reprise dans les journaux panafricains, scelle le nouveau récit, celui d'un pays qui ne cherche plus à convaincre, mais à tenir. Et dans la lumière pâle du soir, quand les bougies s'éteignent une à une sur la place de la nation, il reste cette impression que le Burkina Faso a franchi un seuil invisible, celui où la survie devient dignité. À l'aube du nouveau trimestre, les observateurs tracent déjà les contours de l'avenir. Rien n'est certain, tout est possible. 3 scénarios émergent, chacun porteur d'un horizon différent pour le Burkina Faso et pour Ibrahim Traoré, dont le destin s'est désormais confondu avec celui de sa nation. Dans la première hypothèse, le socle se consolide. Base case. Le gouvernement stabilise la sécurité intérieure, les alliances avec le Mali et le Niger se formalisent en pacte économique, et la population, malgré la fatigue, maintient son soutien. Les institutions locales s'adaptent à la lente autonomie financière. Ce scénario repose sur un équilibre fragile. Assez de calme pour bâtir, assez de tension pour rester vigilant. Dans une autre perspective, l'élan optimiste. L'Union africaine, sous la pression de plusieurs États sahéliens, reconnaît officiellement le bloc régional. Des accords commerciaux internes compensent partiellement la perte d'aide occidentale. Les exportations d'or et de coton reprennent, générant une croissance symbolique de plus de 1% au second semestre. Traoré devient la figure d'un renouveau continental, un Sankara du XXIe siècle. Cette fois, protégé par l'opinion publique africaine. Enfin, dans la troisième possibilité, le reflux. Les sanctions internationales s'alourdissent, les réserves financières s'épuisent. La défiance interne renaît, nourrie par la lassitude économique. Dans ce cas, le pouvoir conserve sa fierté, mais perd son souffle. La promesse de souveraineté se heurte à la réalité d'une dépendance structurelle difficile à rompre. C'est la répétition du passé, l'ombre des coups d'État précédents. Entre ces 3 chemins, une même leçon s'impose. Aucune victoire n'est acquise tant que la mémoire reste vulnérable. Comme le dit un proverbe mossi cité par Traoré, celui qui oublie le goût de la poussière finit toujours par tomber à genoux. Ainsi, le vrai pari des mois à venir n'est pas seulement politique ou économique. Ces témoignages, simples, portent plus que 1000 déclarations. À la mosquée du quartier Gungin, un imam rappelle dans son prêche « La foi n'est pas d'attendre le miracle, mais d'agir malgré la peur ». Dans une église voisine, la même idée prend une autre forme. Dieu bénit ceux qui tiennent. La résistance se fait prière commune au-delà des confessions. Dans ce climat d'incertitude, les médias locaux adoptent un ton nouveau. Moins de commentaires, plus de récits vécus. Les journalistes racontent non plus ce que le pouvoir décide, mais ce que le peuple endure et transforme. Et cette écriture du quotidien devient à son tour un acte politique. Pour le spectateur, qu'il soit africain, européen ou d'ailleurs, ce moment invite à la réflexion. Qu'aurions-nous fait à leur place ? Aurions-nous choisi la peur ou la mémoire ? Car à travers les rues d'un pays sous tension, c'est notre propre rapport à la liberté qui se reflète, fragile et tenace à la fois. La survie d'un idéal ne dépend pas seulement de la foi, mais de la méthode. Conscient que la ferveur ne suffit pas, Ibrahim Traoré établit une feuille de route précise, destinée à traduire la résistance en stratégie. Étape 1. Sécuriser le territoire.
Avant toute réforme, stabiliser les zones frontalières. Des unités mixtes, Mali-Burkina-Niger sont créées, avec pour mission de réduire de 25% les incursions armées en 6 mois. Ce n'est pas un rêve, mais un objectif mesurable. Étape 2, relancer la production locale. Le gouvernement soutient la création de 300 coopératives agricoles et artisanales. Les banques nationales sont encouragées à financer la transformation des ressources internes plutôt que les importations. Le mot-clé, autonomie productive. Étape 3, repenser la communication. Plutôt que d'affronter les grands médias, le Burkina Faso mise sur la transparence directe. Les ministres diffusent des bilans hebdomadaires sur des plateformes nationales. La parole publique devient trace vérifiable, non promesse éphémère. Étape 4, éducation et mémoire. Un programme scolaire intitulé Héritage du Sahel voit le jour. Il enseigne l'histoire régionale à partir de sources africaines, reconnectant les générations à leur propre récit. Étape 5, mesurer la dignité. Un indicateur inédit est lancé. L'indice de résilience civique, IRC. Il évalue non pas la richesse, mais la capacité d'un pays à agir sans tutelle. Ces 5 axes dessinent une trajectoire où la résistance cesse d'être réaction pour devenir projet. Et quand un journaliste lui demande si cette vision n'est pas trop ambitieuse, Traoré répond calmement. Ce qui paraît trop grand aujourd'hui est souvent ce qu'on a cessé d'espérer hier. Cette phrase résume le plan. Transformer la foi collective en gouvernance lucide. La nuit retombe sur Ouagadougou, lourde mais apaisée. Dans le palais, les couloirs sentent encore la pluie et la poussière mêlée, les traces d'un combat silencieux. Sur le bureau, une vieille photographie de Thomas Sankara repose à côté d'un drapeau froissé. Ibrahim Traoré la redresse sans un mot, puis observe la lumière tremblante des bougies derrière la fenêtre. C'est ici que tout recommence. Le bruit des bottes s'est tu, remplacé par celui des prières et des pas civils. Le pays n'a pas gagné, pas encore, mais il n'a pas cédé non plus. Dans ce demi-sommeil collectif, quelque chose de rare s'est cristallisé, la certitude que la dignité ne se négocie pas. Un enfant dans la rue montre le ciel et demande à sa mère « Est-ce que le capitaine dort ?» Elle répond doucement « Non, il veille pour qu'on puisse rêver. » Et ce simple échange devient le miroir du pays. La vigilance d'un homme, la confiance d'un peuple, un même souffle. Car au-delà des drapeaux et des discours, l'histoire n'a qu'un juge, la mémoire. Et si demain le vent tourne encore, le Burkina Faso saura au moins ceci. Rester debout, même seul, c'est déjà écrire la première phrase de sa liberté. L'aube revient sur Ouagadougou, douce et grise. Les bougies s'éteignent une à une, mais les visages demeurent éclairés d'une même conviction. Le calme n'est pas un oubli, c'est une promesse tenue. Dans ce silence neuf, Ibrahim Traoré marche lentement vers la cour du palais, salue les soldats, puis disparaît derrière les portes closes. Aucun discours, aucune mise en scène, seulement la continuité d'une présence. Et dehors, le peuple observe, immobile. Les femmes qui ont prié toute la nuit se prennent par la main. Les enfants ramassent les restes de cire au sol, comme pour garder une trace de la lumière. Ce matin-là, le pays respire, blessé, mais entier. À ceux qui regardent de loin, le message traverse la poussière. La souveraineté n'est pas un luxe, c'est une mémoire vivante. Alors la question reste ouverte, offerte à tous. Si la liberté exige la vigilance, sommes-nous encore capables d'en porter le poids ensemble? Parce qu'un peuple se tient debout quand il choisit de se souvenir. Dans la salle de commandement, Ibrahim Traoré relit les rapports. Drones repérés au-dessus des sites stratégiques, comptes anonymes diffusant de faux communiqués, transferts d'argent inhabituels vers des zones frontalières. Chaque donnée est un signal, chaque silence un avertissement. Le capitaine comprend. L'orage ne viendra pas du ciel, il vient des serveurs, des chancelleries, des alliances invisibles. À 21h13, les écrans de la présidence s'éteignent brusquement. Cyberattaque. Quelques secondes plus tard, les stations de radio nationale basculent sur un même refrain patriotique. Terre libre, peuple debout. Les vieux reconnaissent ce code. Autrefois, c'était celui qu'on diffusait avant les coups d'État. Cette fois pourtant, le message est inversé. Ce n'est pas un renversement, c'est une résistance. Dans les rues, les habitants sortent. Pas de cris, pas de slogans. Il est moral. Le Burkina Faso devra choisir entre la peur du manque et la patience du courage, deux forces opposées, mais égales. Dans les rues,
Encore poussiéreuse de Ouagadougou, la vie reprend d'un rythme prudent. Les bus redémarrent, les marchés se remplissent lentement, les écoles rouvrent. Pourtant, rien n'est tout à fait comme avant. Les conversations se sont chargées, d'une gravité nouvelle. Chacun semble mesurer le prix d'un mot, le poids d'un silence. C'est ici que le récit quitte la politique pour rejoindre les visages. Un jeune maçon dit qu'il a recommencé à bâtir non pour l'argent, mais pour que les murs restent debout si la radio s'éteint. Une étudiante explique qu'elle étudie désormais l'histoire du pays avec d'autres yeux. Pour elle, Ibrahim Traoré a rendu visibles des cicatrices que sa génération ignorait.